On va à présent accueillir notre grand témoin, les femmes, rabbins, écrivains et bien plus encore. En témoigne son dernier livre, un texte court, très drôle, mordant, contre tous les obsédés de l'identité. Il n'y a pas de Hajar chez Grasset, monologue où elle imagine un fils à Émile Ajar, le fils d'une falsification littéraire, celle de l'écrivain Romain Gary. C'est vertigineux. Delphine Orvillers nous rejoint tout de suite après l'invitation de Clément Méric, avec ce soir Charlotte Sébir à l'image. Si on vous invite, Delphine Orvillers, c'est pour nous aider à répondre à une question pas si simple. Qui suis-je? Tenez, vous-même, qui êtes-vous, Delphine Orvillers? Si on se penche sur votre CV, la réponse la plus immédiate est femme rabbin. Sauf que vous avez aussi été mannequin et journaliste. Après le bac, vous partez en Israël. C'est là que vous faites du mannequinat pour financer vos études de médecine. Vous bifurquez ensuite vers le journalisme et devenez reporter à France Télé. Le projet de loi présenté aujourd'hui par le ministre de la Santé Bernard Kouchner va dans le sens de ces réclamations. Mais en 2003, nouveau virage. Vous quittez la France pour vous inscrire dans une école rabbinique à New York. 5 ans plus tard, vous devenez la 3e femme rabbin à exercer en France. De ce cheminement, vous tirez une leçon. On n'a jamais fini de dire ce qu'on pourrait être. C'est-à-dire qu'il existe dans la vie toujours une possibilité de devenir autre chose et qu'il n'y a rien de pire que de s'imaginer qu'on est arrivé. Il n'y a donc pas une, mais plusieurs Delphine Orvillers. Ne pas se laisser renfermer dans une seule identité, c'est justement le thème de votre dernier livre. Il n'y a pas de Hajar, texte joué actuellement au Théâtre des Plateaux Sauvages. Dans ce monologue, vous prêtez votre plume au fils imaginaire d'Émile Ajar, pseudo de Romain Gary, qui fut lui-même écrivain, mais aussi aviateur, diplomate et réalisateur. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est ce que nos naissances ont fait de nous, nos ethnies, nos religions, nos parents, nos filiations. Mais moi, je suggère dans ce texte qu'on n'est pas juste les enfants de nos parents ou de nos familles. On est bien souvent, en tout cas moi je me reconnais là-dedans, on est les enfants des livres qu'on a lus. Et Salman Rushdie disait que, de façon très juste, que la simplification de nos identités nous amène à voir très vite en l'autre un ennemi. Au fil des pages de ce livre si différent des autres, une question nous vient, Delphine Orvillers. À l'image de Romain Gary, ne seriez-vous pas, une fois de plus, en train de vous réinventer? Bonsoir Delphine Orvillers. Bonsoir, bonsoir. Et merci beaucoup d'être là. Alors, il n'y a pas de Hajar, monologue contre l'identité chez Grasset. C'est une autre Delphine Orvillers qu'on découvre, qu'on rencontre, un peu différente, je dirais, très drôle, mordante, parfois même insolente. Est-ce que c'est aussi ça, ce livre? Est-ce qu'à l'image de Romain Gary, de son œuvre et de toute sa vie, vous aviez envie de vous réinventer? Oui, c'est vrai que j'aime l'idée qu'on n'a jamais fini de dire qui on est. Je me rends compte dans le sujet que vous avez présenté que je le dis depuis un moment, mais ce livre me permet de le dire un peu plus fortement, de faire un pas de côté. Et puis, c'était important pour moi de l'écrire après Vivre avec nos morts, qui était mon livre précédent, qui était sur un sujet très lourd, pesant, le deuil, qui menaçait un peu pour moi de m'enfermer dans un certain rôle rabbinique, d'accompagnement des familles endeuillées. Et j'avais besoin de reprendre un peu d'oxygène, d'écrire un peu autrement, d'avoir recours aussi à la fiction, à l'exagération, parce que le personnage de ce livre est un peu moi, mais quand même pas complètement, heureusement. Il est beaucoup plus exubérant et énervé et en colère beaucoup plus que je ne le suis. Alors c'est Abraham Hajar, on va en parler longuement, qui est interprété par Johanna Nizar, donc une femme, une comédienne. C'est sur la scène du Théâtre des Plateaux Sauvages, alors jusqu'au 7 octobre, et ce sera ensuite au Théâtre du Rond-Point, c'est bien ça? Oui, et dans bien d'autres lieux, ça va à Villejuif, à Suresnes, dans bien des théâtres, et ce sera au Théâtre du Rond-Point en décembre, avant de commencer une tournée. Alors quelle histoire de cette filouterie de Romain Gary, la plus grande supercherie littéraire, écrivez-vous, du XXe siècle. Gary, le seul écrivain à avoir reçu 2 prix Goncourt, l'un pour Les Racines du ciel sous son nom, Romain Gary, l'autre pour La vie devant soi, sous son pseudonyme Émile Ajar. D'abord, racontez-nous ce lien intime et invisible que vous avez avec lui depuis l'enfance, quasiment depuis votre naissance.
Oui, je dis souvent que Gary est pour moi comme un dibuk. C'est un mot en hébreu qui signifie comme un fantôme ou quelqu'un qui vous hante. J'ai l'impression que ces livres m'ont accompagnée. Je me vois encore adolescente lire La promesse de l'aube, voilà, et tant d'autres livres, La vie devant soi, Najar, tous ces livres qui m'ont construit d'une certaine manière. Et c'est vrai que je me suis sentie toujours liée d'une certaine manière à la tentative de Gary. Gary, c'est vraiment quelqu'un par excellence qui a voulu se réinventer et dire qu'il n'avait jamais fini de dire qui il était. Il s'est construit 1000 vies. J'ai souvent le sentiment que Gary incarne pour moi la figure du survivant dans tous les sens du terme. Il a survécu à 2 guerres mondiales, il a survécu à la Shoah qui a décimé sa famille, il a survécu au combat d'aviateurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'est aussi installé comme un survivant en 2 mots, c'est-à-dire qu'il a voulu... Au-dessus de la vie, sur la vie. Et puis il a tenté toute sa vie d'avoir une vie plus grande que la vie. C'est-à-dire de se dire qu'il pourrait avoir 1000 vies à l'intérieur d'une existence. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau défi que ça. C'est pas facile à faire, c'est une étrange promesse, un peu dangereuse d'ailleurs, me semble-t-il. Mais souvent, je me suis sentie, en tout cas, un peu héritière de ça aussi, parce que j'ai moi-même dans mon histoire, dans l'histoire de ma famille, des histoires de survivance, de survie. Et que je me suis souvent demandé, en changeant de chemin, en changeant de route, en changeant de carrière, en changeant de pays, de quelle manière il m'était donné de recommencer. Cette scène que vous racontez, c'est dans la préface, c'est pas dans le monologue, où ce jour du 2 décembre 1980, où Gary met fin à ses jours, cette scène où vous toquez à sa porte pour lui raconter un conte talmudique. Est-ce que vous l'avez vraiment imaginé souvent, personnellement ? C'est un peu, dans la préface, bien sûr, il y a là presque un fantasme un peu de toute puissance, parce que d'imaginer que j'aurais pu intervenir en 1980, un 2 décembre, j'étais toute petite à l'époque, mais c'est vrai que parfois je me suis demandé qu'est-ce qui aurait pu se passer si on s'était rencontrés, est-ce que ça aurait pu, voilà, peut-être changer ce moment déterminant. En fait, bien entendu, la question n'est pas de savoir pourquoi Gary s'est suicidé et si on aurait pu interrompre ce suicide, mais en tout cas, j'imagine une conversation que finalement j'ai avec lui d'une certaine manière, de façon posthume. Les gens qui ont compté pour vous, que ce soit des modèles, des écrivains, des livres, des hommes politiques, parfois des sources d'inspiration, les héros de nos vies. Leur particularité, c'est qu'ils ont une conversation avec vous, parfois même lorsqu'ils ne sont plus là. Il y a quelque chose qui peut se poursuivre dans le dialogue que vous pourrez avoir avec eux. Donc j'ai imaginé ils participent à ce que nous sommes autant que nos origines, nos familles, nos héritages. Nous sommes aussi les enfants des livres que nous avons lus. Oui, voilà, le personnage dans le livre dit qu'on est tous des créatures littérairement, de procréation littérairement assistée. En fait, c'est vrai, moi je crois, en tout cas, moi je perçois très bien dans ma vie comment les livres m'ont construit, ce que je leur dois, ce que je dois à ma bibliothèque, à celle de mes parents, de mes grands-parents, aux histoires qu'on nous a racontées. Alors, je suis le fils de la falsification légendaire. Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeure du XXe siècle. Je suis le fils d'Émile Ajar, c'est mon père. Comment ça vous est venu, cette idée ? Franchement, c'est génial d'inventer un fils fictif à un personnage qui n'a pas existé, Émile Ajar. Oui, c'est une façon de dire que cet enfant-là, tout particulièrement, est l'enfant d'une fiction, comme on l'est finalement tous. Et c'était aussi une façon de faire un pied de nez, pour moi, à toutes ces obsessions identitaires du moment, tous ces gens qui sont persuadés d'être qui ils sont, parce qu'ils sont nés quelque part, ils ont une identité bien installée, sédentarisée, bien réelle, voilà, inscrite dans le réel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on a besoin de réhabiliter la fiction qui agrandit la réalité, qui nous permet d'avoir, encore une fois, j'avais fini de dire qui on est, c'est-à-dire de refuser des assignations identitaires qui, une fois pour toutes, vous enferment quelque part. Finalement, depuis des années, on n'arrête pas d'être entouré de ces discours qui résonnent tellement fort. De l'idée, d'ailleurs, assez fictive, qu'il existerait une pureté des origines. Pourquoi vous l'avez appelé Abraham ? Je l'ai appelé Abraham parce que c'est là encore un peu un clin d'œil à l'humour d'une histoire finalement assez méconnue. Abraham, c'est le père de tous les croyants, en tout cas dans les 3 monothéismes. On s'est choisi dans les 3 monothéismes pour figure paternelle un homme, Abraham, qui a envoyé bouler le sien. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire biblique, mais Abraham, un jour dans la Bible, reçoit un appel où Dieu lui dit
quitte la maison de ton père. Et je trouve ça à la fois fascinant et en même temps plein d'humour, cette idée que les croyants se choisissent pour père quelqu'un qui a quitté la maison de son père. Et en hébreu, il faut donner le nom du père. Oui, alors en hébreu, en plus, il y a un élément comique. Très drôle. Abraham est le fils d'un taré. En fait, littéralement, le père en hébreu s'appelle Terach, mais dans toutes les Bibles, vous pouvez vérifier, en français, le père d'Abraham s'appelle Taré, ce qui fait d'Abraham un fils de Taré et des fils d'Abraham, des petits-fils de Taré. Alors bien sûr, c'est un peu insolent ce que je dis là, mais c'est volontairement, j'ai voulu titiller le texte et la tradition, parce que je crois que le texte nous y invite. Souvent, on dit ces dernières années qu'on ne peut plus rire de tout, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus plaisanter, et surtout pas les croyances. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu montrer que si, au contraire, nos croyances, elles sont là pour être un peu questionnées, interrogées, qu'il faut parfois leur faire un peu violence, justement pour qu'elles restent suffisamment impertinente pour être pertinente. Je voudrais vous montrer cette archive Delphine Horviller de Romain Gary. Sans doute vous la connaissez déjà parce que avant d'inventer Ajar, Gary avait déjà utilisé un pseudo, Satan Bogat, pour écrire les têtes de Stéphanie. Il avait été d'ailleurs vite démasqué. Il explique pourquoi. Il étouffait dans son image d'écrivain établi et qu'il avait besoin de se libérer de sa célébrité. Écoutez. Je me suis beaucoup amusé et j'ai essayé de me faire passer sous un pseudonyme parce que très franchement, je crois que c'est le cas de tout le monde. Il y a un moment où chacun dans sa vie a envie de changer de peau, de redevenir un débutant, de repartir dans une nouvelle direction et de retrouver une certaine virginité. Voilà. Vous la connaissiez, cette archive? Oui, et j'adore aussi le fait que quand Gary écrivait sous le nom d'Ajar, il y a beaucoup de critiques qui disaient « Ajar, ça c'est un grand écrivain, c'est quand même beaucoup mieux que ce Gary un peu médiocre ». Et je pense qu'il y a un fantasme pour tous les écrivains, d'une certaine manière, ceux qui ont de l'humour en tout cas, d'imaginer qu'on puisse écrire un livre sous un pseudo et que quelqu'un dise « c'est quand même vachement mieux » que cet autre-là. Ouais, c'est jubilatoire, on l'imagine. Il n'y a pas de hasard non plus, ou de Ajar. Gary, écrit en hébreu, signifie « mon étranger » ou « l'étranger en moi ». Oui, alors je ne sais pas s'il le savait, s'il y avait pensé. Je ne pense pas, parce que c'est pour d'autres raisons, à mon avis, qu'il avait choisi ce nom de Gary, qui a quelque chose à voir avec le feu et la braise en russe, je crois. Mais en hébreu, c'est vrai que le nom de Gary signifie l'étrangeté en moi, l'étranger en moi, ou mon étranger, ce qui lui va bien, en fait. De la même manière que Ajar, le nom qu'il se choisit, est très très proche d'un mot en hébreu, achar, ou acher, qui veut dire l'autre, l'altérité. Et c'est amusant que tous les pseudos que se choisit en hébreu, sans doute par hasard, Gary, ont quelque chose à voir avec une conscience d'altérité, avec le fait qu'il y a en nous de l'étranger et de l'étrangeté qui nous permet de jamais être complètement, authentiquement, intégralement nous-mêmes. Alors c'est un livre très sincère, très tendre, extrêmement drôle aussi, mais c'est aussi un livre politique. Comment on fait très concrètement dans la vie de tous les jours pour accueillir ces identités multiples à l'heure de ces obsessions identitaires, à l'heure où les jeunes générations se déchirent avec leurs aînés, à l'heure où on est renvoyé systématiquement à tous les fondamentalismes qui nous ramènent à nos héritages, à nos familles, à nos communautés? Moi, je crois qu'il s'agit toujours de complexifier le débat et de refuser tout ce qui est monolithique dans nos existences. Je relisais récemment un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, un livre qui n'est pas de Gary, mais de Amos Oz, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Comment guérir un fanatique ». Et ce livre, je pense que tout le monde devrait le lire aujourd'hui parce qu'on est entouré de beaucoup de fanatismes, qui ne sont pas toujours des fanatismes religieux d'ailleurs, mais des fanatismes de tout ordre. Et Amos Oz dit que le propre des fanatiques, c'est que ce sont des gens qui ne savent compter que jusque 1. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire dans l'existence que de compter que jusqu'à 1, c'est-à-dire de croire qu'il y a une vérité, un livre, une interprétation, une façon de voir le monde, une façon de se définir. Aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de millefeuilles, de complexité, de se raconter comme étant ceci, 3 petits points, cela, etc. Et ce combat, il n'est pas perdu d'avance. On non, peut le gagner. On peut le gagner à condition... Vous savez, vous parlez il y a un instant des conflits intergénérationnels. Pour résoudre un conflit intergénérationnel, il ne faut pas nier qu'on critique parfois des générations passées, mais il faut être capable de reconnaître la dette, c'est-à-dire de savoir tout ce qu'on doit au monde de sa naissance, qu'on peut critiquer, mais ce qu'on lui doit également. Voilà, hériter, transmettre autre chose, pas forcément que ce qu'on a reçu. Merci infiniment.